Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire qui sera sur la série Intelligence artificielle que l'ISPE, en collaboration avec GAM francophone, va réaliser cette année. Donc là, le sujet du jour, ça va être l'IA dans le pharma, les perspectives et les points d'attention. Et je suis actuellement avec mes collègues Christophe et Yves. Bonjour tout le monde. Bonjour Quentin. Alors, n'hésitez surtout pas, petit avertissement, n'hésitez surtout pas s'il y a des problèmes de son à vous manifester dans le chat, hein, parce que nous, on n'a pas le retour YouTube, on n'a que notre propre retour. De manière générale, s'il y a le moindre truc, vous n'hésitez pas à vous plaindre longuement dans le chat et à insister si vous voyez qu'on ne réagit pas. Est-ce que par exemple, Philippe, tu peux nous envoyer un petit chat pour nous dire que tout est OK d'un point de vue technique de votre côté? Ah bah voilà, Christophe, parfait. Christophe vient de le faire, un grand merci. Nickel chrome. On va pas trop traîner parce qu'on a énormément de choses à vous dire aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on commence. Et normalement, ça doit venir d'apparaître. Je vais laisser... Voilà, on va se laisser un petit temps pour tous se présenter et après on attaque. Vas-y Yves, présente-toi en premier. Oui, donc bonjour Yves Sanson. Je suis le co-créateur, cofondateur de GAM francophone et membre d'ISPE France et du board d'ISPE France. Et je m'occupe de tout ce qui est validation et conformité des systèmes automatisés, informatisés en pharma. Christophe? Je continue, Christophe Girardet, donc je suis aussi membre du steering comité du GAM francophone depuis maintenant un an et demi, quelque chose comme ça. Mais bon, je connais Yves depuis bien longtemps, on participe ensemble à pas mal d'événements. Je suis aussi consultant donc, pour la validation de systèmes informatiques, avec l'accent beaucoup sur les systèmes de labo et de clinique. Et puis ben, évidemment, l'IA est aussi un des sujets qui nous occupe pas mal depuis quelques années. Quentin, du coup. Et moi de mon côté, et ils ont pas voulu le dire, mais Yves travaille pour sa propre société qui est Kéréon et Christophe pour Vega. Et moi donc c'est Quentin Yo de la société Expleo. Je suis administrateur de ISPE France et membre du steering committee de GAM francophone. Et je suis SME CSV Data Integrity. Sur ce, je vous propose qu'on attaque. Allez hop, je vous enlève nos bobines parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est mieux que vous ayez le PowerPoint en plein écran. Donc, hop, ouais, chez le coiffeur, donc ça me va bien. Impeccable. Vous avez maintenant l'écran en grand. Donc, intelligence artificielle et en particulier intelligence artificielle en environnement pharma. On va faire dans ce premier webinaire un petit peu un rappel historique de ce qu'est ou de ce que n'est pas une intelligence artificielle. Et on va regarder dans un deuxième temps les bénéfices qu'on pourrait tirer et les cas d'usage qu'on pourrait trouver d'une intelligence artificielle de manière générale, avec un petit focus pharma. Et après ça, les points d'attention ou les points d'inquiétude, on peut appeler les choses par leur nom, concernant l'usage des intelligences artificielles. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle, en fait. C'est la première fois que nous faisons ça au niveau ISPE France et GAM francophone. On va avoir, le sujet étant vaste, une série de webinaires et entre autres 2 webinaires qu'on a déjà planifiés. Celui d'aujourd'hui, qui est l'introduction à l'intelligence artificielle. Un webinaire au mois de septembre qui sera concentré sur les aspects réglementaires, parce que même si l'industrie pharmaceutique réglementée travaille d'abord d'après la réglementation n'est pas très prolixe aujourd'hui sur les questions d'intelligence artificielle. En revanche, on a à la fois de la part de l'EMA et à la fois de la part de la FDA déjà un certain nombre de position papers qui existent par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle. Entre-temps, le Parlement européen a adopté au mois de mars l'Artificial Intelligence Act, qui va être un règlement au niveau européen et que nous aurons aussi l'obligation de suivre quand ça nous concerne au niveau du domaine d'application. Et puis, on a d'ores et déjà prévu une conférence sur l'intelligence artificielle. Ce sera une conférence présentielle et à distance pour ceux qui ne peuvent pas venir,
Ce sera à Mulhouse et ce sera le 14 novembre de cette année. Si jamais vous avez d'autres besoins de connaissances de base d'intelligence artificielle avant la conférence, on verra peut-être intercaler en troisième webinaire, peut-être fin octobre, sur ces questions-là, de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur des vrais cas d'usage et des vraies implications pharma au mois de novembre, sans avoir besoin de revenir aux sources et de recadrer tout le monde pour qu'on ait à peu près tous les mêmes connaissances. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir ce qu'est et ce que n'est pas une intelligence artificielle. Et pour ceux qui ont déjà lu GAMP 5 deuxième édition, vous savez que dans la deuxième édition de GAMP 5, un des mots-clés s'appelle faire preuve de sens critique, ce qu'on appelle en anglais critical thinking, et en particulier dans le cadre de l'intelligence artificielle, ça nous semble évident que le sens critique devrait être la priorité numéro 1. C'est important parce que, en particulier aujourd'hui dans les médias, on entend parler de beaucoup de choses et de beaucoup de choses qui sont totalement inexactes. Malheureusement, les vrais spécialistes de l'intelligence artificielle qui ont un discours mesuré ne sont pas assez entendus aujourd'hui sur ces questions-là. Donc, on est dans un domaine complexe avec les intelligences artificielles, c'est ce qu'on va voir dans les slides suivants. Et ce domaine complexe rend l'appréhension de ce qu'est une intelligence artificielle relativement compliquée. Ce que nous voulons avec cette série de webinaires, c'est d'abord pouvoir vous donner une connaissance de base de ce qu'est ou de ce que n'est pas une intelligence artificielle. On n'est pas là pour faire la pub des mots à la mode qu'on peut entendre aujourd'hui, que ce soit ChatGPT, Midjourney et autres. En revanche, on ne veut pas non plus diaboliser l'intelligence artificielle. Fait qu'il y a des aspects intéressants, il y a des aspects qui sont beaucoup plus inquiétants ou beaucoup plus qui peuvent poser beaucoup plus de questions. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vraiment vous donner les bases pour réfléchir par vous-même et voir quelles sont les perspectives qu'on pourrait adopter ou pas. Donc, l'historique et les bases et quelques définitions de l'intelligence artificielle. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle est certes une discipline aujourd'hui, c'est devenu une discipline universitaire officielle depuis 1956, donc vous voyez bien avant l'invention du microprocesseur, mais c'est surtout une discipline qui est à la croisée des chemins. Il faut des maths, il faut de la logique, on a besoin de sciences cognitives, on a besoin de la gestion et de la capitalisation du savoir, on a besoin d'éthique et de philosophie, on a besoin de traitement de données et on a besoin d'une plateforme technique qui sera la plateforme informatique. On ne peut pas parler aujourd'hui d'intelligence artificielle sans aborder tous ces domaines en même temps. Et c'est ça qui rend la chose un peu compliquée. En revanche, l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est un concept qui est déjà vieux de plus d'un siècle. On a dépassé les 150 ans. C'est-à-dire que l'idée de créer des réseaux neuronaux, alors même que l'informatique n'existait pas, le modèle mathématique d'un réseau neuronal a déjà été ébauché dans les années 1870-1890. Et personnellement, pour avoir aussi pratiqué la logique floue dans mes jeunes années d'ingénieur, en fait, les concepts de logique floue qu'on a établis dans les années 20 et qui ont été un peu plus formalisés de manière beaucoup plus fine à partir du début ou du milieu des années 60, sont en fait des concepts qui sont précurseurs de l'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé en fait au cours de ces 25 dernières années, c'est que tout d'un coup, on a eu une explosion de la puissance de calcul disponible. Regardez un processeur d'un PC en 2000
et regardez la puissance moyenne de calcul d'un processeur en 2024, on a explosé la montre, on a explosé les facteurs de croissance. On est sur des capacités de calcul que personne n'aurait imaginé atteindre sur une machine personnelle aujourd'hui. Et on a en même temps une capacité de stockage de données qui est tellement importante que ça rend possible des concepts qui n'étaient pas possibles 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Donc, l'idée d'une intelligence artificielle, c'est relativement simple. C'est de dire comment pourrait-on imiter le fonctionnement d'un cerveau humain. Et je mets l'accent sur imiter. On ne modélise pas le cerveau humain, on essaie de trouver une structure mathématique qui ressemblerait à un cerveau humain dans sa manière de fonctionner. Ça, c'est l'idée de base. Pourquoi on a voulu essayer d'imiter un cerveau humain? C'est parce que dans notre 1 litre et quelques de boîte crânienne, on a beaucoup de neurones qui nous permettent de faire des projets d'ingénierie, d'apprendre des poèmes, de lire de la littérature, d'écrire, de passer un doctorat pour ceux qui ont fait une thèse, et ainsi de suite. Donc, on a une capacité relativement importante dans un domaine, dans un volume très réduit. Et notre capacité de cerveau, c'est de savoir faire autre chose que des 0 et des 1. Qu'est-ce qui caractérise l'informatique jusqu'à présent? C'est d'être binaire. C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, c'est vrai, c'est faux, mais les états intermédiaires ne sont pas forcément correctement maîtrisés dans un programme informatique de base. Or, dans de la logique floue et par la suite dans l'intelligence artificielle, on va pouvoir arriver aux 50 nuances de décision entre oui et non. Donc, c'est ça qui intéressait au départ les scientifiques et les chercheurs en disant le cerveau sait faire 50 nuances de quelque chose et comment pourrait-on rendre un modèle mathématique capable de faire 50 nuances de quelque chose? C'est pour ça que je vous ai mis en remarque que finalement la logique floue est le début et le prémisse le précurseur de ce qu'on a fait par la suite avec de l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit sur le slide suivant, c'est évidemment que cette évolution s'est faite pas à pas. Quand je vous prends un exemple très simple, vous voulez contrôler la ventilation et le chauffage d'une maison. La première chose que vous pouvez faire, vous mettez un thermostat. Si plus que 25 degrés, je ventile. Si moins de 25 degrés, je suis à l'arrêt. Ça, c'est totalement binaire. Après ça, on va essayer de dire, ah oui, mais on voudrait peut-être ventiler plus ou moins. On va mettre une boucle de régulation. On aura un régulateur PID. Et en fonction de la différence entre la consigne et la température effective, je vais plus ou moins ventiler vite, mais je vais intégrer l'inertie de ma pièce, donc ce sera ma composante intégrale et ma composante dérivée. Et là, c'est un algorithme. Un régulateur PID, c'est une équation, c'est un polynôme que l'on calcule très régulièrement pour, en fonction d'un delta en entrée, définir une sortie. C'est ce qu'on fait en contrôle-commande sur tous les processus que l'on contrôle, que ce soit en production chimique, que ce soit en production biotech et ainsi de suite. Le problème de ces régulateurs PID, c'est qu'ils sont au départ définis pour des processus linéaires. Or, en fait, la plupart de nos processus ne sont pas linéaires. Si vous avez une fois à contrôler une colonne de distillation, vous verrez qu'une colonne de distillation en chimie, c'est tout sauf linéaire. Fait que je sais bien qu'il y a plein de gens qui vont continuer d'utiliser à mauvais escient des régulateurs PID. En revanche, avoir de la logique floue serait beaucoup plus intéressant.
Et là, je vous ai donné un exemple très rudimentaire de logique floue, toujours pour notre ventilation, en disant que s'il fait très froid, ben, on ne veut pas que le ventilateur tourne. S'il fait froid, mais sans plus, on accepte qu'il tourne, mais lentement. S'il fait chaud, on voudrait qu'il tourne modérément. S'il fait très chaud, à ce moment-là, on voudrait qu'il tourne plus. Et puis, on a d'autres règles qui se greffent en disant, ah oui, mais si c'est très humide, alors il faut qu'il tourne beaucoup plus vite. Et si c'est chaud et humide, il faut qu'il tourne au maximum. Donc là, on voit que qu'est-ce que veut dire chaud, qu'est-ce que veut dire humide, qu'est-ce que veut dire plus ou moins, ou plus ou beaucoup moins. C'est ça qu'on va quantifier dans notre logique floue et qui va nous permettre de mieux nous adapter à des contraintes réelles qui ne sont pas forcément des contraintes de processus linéaires. Donc c'est pour ça que je vous ai montré cet exemple de logique floue, parce que c'est un début avant d'aller un peu plus loin sur ce qu'on va voir après ça, sur des réseaux neuronaux. Un autre exemple qui a été beaucoup utilisé et qui est toujours très utilisé, c'est la reconnaissance visuelle. Quand j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études en 83, un de mes profs était enseignant-chercheur sur un laboratoire de reconnaissance des formes à l'ENSIEG à Grenoble. Et pourquoi il faisait de la reconnaissance des formes? Parce qu'au début des années 80, ça a été la grande vague de la robotique et qu'un robot, pour pouvoir correctement positionner une pièce, doit pouvoir reconnaître dans quelle position est la pièce. Et c'est là où on a commencé à dire, oui, mais faire de la reconnaissance de forme, c'est plus des polynômes facilement descriptibles. Il faut quelque chose de plus adaptatif. Et c'est là où on a commencé à utiliser des réseaux neuronaux pour faire des apprentissages rudimentaires à l'époque. Il ne faut pas oublier que les caméras à l'époque, c'était quoi? C'était 640 points par 480. On ne parlait pas de mégapixels à l'époque. Et malgré des images rudimentaires, réussir à reconnaître correctement comment la pièce est positionnée pour que le robot puisse la prendre correctement ou la positionner correctement. C'est ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans les systèmes autonomes de conduite ou quasi autonomes de conduite. C'est qu'on a besoin d'une intelligence artificielle, de réseaux neuronaux qui vont pouvoir comprendre ce que les caméras voient. Et comprendre ce que les caméras voient, c'est de savoir est-ce que je suis sur la route ou est-ce que je suis dans le fossé, est-ce que je roule sur le trottoir ou est-ce que je roule du mauvais côté de la route, est-ce qu'il y a un piéton, est-ce qu'il y a un cycliste, est-ce qu'il y a un panneau d'indication, est-ce qu'il y a un obstacle imprévu. Tout ça, ça va être un apprentissage qu'on va faire avec une intelligence artificielle, avec des réseaux neuronaux, pour mieux comprendre ce que l'on voit. Parce qu'au départ, l'ordinateur, il voit juste que des pixels avec des couleurs différentes. Reconnaître la forme et recontextualiser la forme reconnue, c'est quelque chose de compliqué à faire et ça ne se fait pas directement avec des équations. Quand on parle de réseaux neuronaux, il faut savoir ce qu'est un neurone. Le neurone, au sens biologique du terme, on sait, c'est une cellule qui a d'un côté des dendrites qui correspondent en fait à des interfaces d'entrée et qui va avoir de l'autre côté un axone qui va correspondre à une interface de sortie. Et ça, on peut le modéliser virtuellement, mathématiquement, en disant, ben voilà, je vais avoir un polynôme qui va être une somme, et la somme va être la somme de une ou plusieurs entrées, et le résultat de la somme va me permettre de faire une sortie. Et c'est quelque chose au niveau mathématique qui se conçoit et qui s'implémente relativement facilement. En revanche, mettre ces polynômes en réseau pour faire des mêmes réseaux de neurones comme on le fait au niveau du cerveau ou du corps humain avec des neurones interconnectés, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, on a plusieurs modèles possibles d'interconnexion des neurones ensemble qui vont nous donner différents modèles de réseaux neuronaux.
Et ces modèles de réseaux neuronaux vont avoir des comportements ou des cas d'usage prédestinés différents les uns des autres. Sur cette base de cette idée, on va émuler mathématiquement le fonctionnement des neurones tels qu'on les a dans le cerveau pour essayer d'imaginer un cerveau, entre guillemets, artificiel. L'idée, elle est vieille. Si on remonte vraiment dans l'histoire, on voit que même Leibniz, donc vous voyez, Leibniz, c'était fin du deuxième moitié du XVIIe siècle, hein, Leibniz avait déjà commencé à théoriser ça. Et ces théories ont été reprises par la suite, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, les années 1870-1890, où on a commencé à mieux systématiser cette formulation, cette modélisation, jusqu'au moment où, à partir du moment où on a commencé à avoir une puissance de calcul numérique, on a commencé à vouloir l'implémenter. Et c'est pour ça qu'on considère que l'intelligence artificielle moderne, en tant que discipline universitaire, a été l'acte de naissance, ça a été 1956, lors d'un workshop au Dartmouth College, où les gens qui travaillaient sur ces sujets-là ont dit, bah, maintenant, on tient quelque chose, on tient une discipline. Mais même si on a eu une première vague d'intelligence artificielle avec l'avènement des réseaux neuronaux au début, au milieu des années 80, les premiers systèmes experts, on a appelé ça à l'époque, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on parlait de système expert. Globalement, ça s'est rendormi dans les années 90 par manque de moyens de calcul, de puissance de calcul et par manque de stockage. Et c'est seulement à partir des années 2010 qu'on a commencé véritablement à pouvoir faire beaucoup mieux, avec le gag, on pourrait dire, des intelligences artificielles génératives qui ont surgi ou qui ont semblé surgir de nulle part. Alors, en fait, c'était un travail de maturation qui existait déjà depuis quelques années, à partir d'il y a 2 ans en arrière, 2022 en particulier. Donc, vous voyez, il y a toute cette évolution peu à peu, à bas bruit qu'il y a eu. 80-90, le point culminant des systèmes experts qui se sont rendormis parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la puissance de calcul nécessaire. Et à partir de la fin des années 90, début des années 2000, on a oublié le terme de système expert, on a véritablement parlé au sens propre d'intelligence artificielle. Et puis après ça, on a essayé de vivre avec notre temps et avec les puissances de calcul disponibles. Quand on parle d'intelligence artificielle, je vous ai dit tout à l'heure, on est à la croisée des chemins, à la croisée de beaucoup de disciplines, mais on a de l'autre côté beaucoup d'usages différents et d'usages possibles différents. On va revenir tout à l'heure sur ce qu'on appelle machine learning, donc en fait c'est de l'apprentissage automatique. Quand on parle en particulier d'intelligence artificielle générative, on va avoir les aspects de langage naturel, comment traiter, comment processer un langage naturel. On retrouve évidemment tous les aspects liés à la vision, à la reconnaissance de forme et à la vision par la machine. D'ailleurs, un des premiers cas d'usage d'intelligence artificielle en pharma, en tout cas, c'est là où les efforts se portent fortement en ce moment, c'est sur les aspects du contrôle visuel automatisé. Mais on a aussi des intelligences artificielles en lien avec la parole, la reconnaissance de texte, la manière la restitution de texte et la manière d'interagir avec la machine, entre l'humain et la machine. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre au niveau de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la programmation. Et chaque fois que j'entends dans les médias des gens qui disent « Ah ben, on a développé un algorithme et il y a un programmeur qui a programmé », non. Si on a un programmeur qui programme un algorithme, c'est de la programmation traditionnelle et c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on fait depuis les débuts de l'informatique. On a un algorithme qui va être processé par un ordinateur, par un processeur,
Et le résultat de cet algorithme, c'est une application qu'on va utiliser. Quand on parle d'apprentissage automatique, apprentissage par la machine, on a un cas de figure différent. On a un modèle. Le modèle va être en fait un réseau neuronal d'une plus ou moins grande complexité. Ce modèle va s'auto-définir, s'auto-paramétrer. Et pour pouvoir s'auto-paramétrer, on va lui donner quelque chose en entrée en lui disant ce que l'on voudrait qu'il fasse en sortie. Et on ne va pas faire ça une fois, deux fois, mais on va faire ça avec des milliers de cas d'usage, des milliers de cas de figure, où à chaque fois on va lui dire, ben voilà ce que je te donne en entrée, et voilà ce que j'aimerais bien que tu me dises en sortie. Et c'est le modèle qui va s'auto-paramétrer. Même un expert en intelligence artificielle aujourd'hui, s'il ouvre le capot du modèle et qu'il voit les paramètres du modèle, il n'est pas capable de savoir si le modèle est fiable ou pas. C'est quelque chose de totalement abstrait. De la même manière que, on va reprendre le cas très connu, Einstein après sa mort, on vient disséquer le cerveau pour voir où était son génie. Spoiler alert, on n'a jamais trouvé le génie d'Einstein dans son cerveau. Eh ben, c'est exactement la même chose avec une IA. Une IA s'auto-paramètre, mais en lisant les paramètres, je ne suis pas capable de savoir ce qu'elle sait ou ce qu'elle ne sait pas. En revanche, le résultat de cet apprentissage va être un modèle entraîné. Donc, si on compare une programmation traditionnelle par rapport à un apprentissage par la machine, dans une programmation traditionnelle, mon programmeur a créé une application. Donc, l'application va recevoir des signaux en entrée et va, en fonction de ses algorithmes, de ses polynômes, être capable de donner une sortie déterministe. Il faut bien savoir que quand on fait de la programmation, et c'est tout ce que l'on fait en phase de test en général, quand on fait de la qualification et de la validation, c'est de vérifier le comportement déterministe de notre application. Quand je suis dans une configuration d'intelligence artificielle, j'ai mon modèle que j'ai entraîné, comme dit, même si j'ouvre pour regarder ce qu'il y a sous le capot, je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Je vais lui donner des signaux en entrée et en fonction de la qualité de son apprentissage, le modèle va me sortir une sortie qui sera, elle, non pas déterministe, mais probabiliste. C'est-à-dire qu'on change totalement de paradigme. Quand je suis dans une programmation standard, je sais ce que va faire mon système, à l'exception des bugs que j'ai laissé traîner dans mon programme et qui vont me créer quelquefois des effets un peu bizarres auxquels je ne m'attendais pas, mais si j'ai bien programmé et bien testé, je suis totalement déterministe. Dans un apprentissage automatisé, je n'ai pas de comportement déterministe, je n'ai qu'un comportement probabiliste. Et c'est ça qui va nous poser problème en termes de validation, mais ça, on le reverra plus tard dans le prochain webinaire et après ça, lors de la conférence du mois de novembre. Donc là, vous avez un petit peu en une vue récapitulative, d'un côté, une intelligence artificielle qui fonctionne sur la base d'un apprentissage automatique, c'est ce qu'on appelle machine learning. Pour pouvoir faire du machine learning, j'ai besoin de réseaux neuronaux. Et puis, si je veux améliorer le comportement de mes réseaux neuronaux, je vais aller sur ce qu'on appelle de l'apprentissage profond. Et l'idée d'un apprentissage profond, c'est d'améliorer encore la manière dont nos réseaux neuronaux fonctionnent, de manière à imiter de la manière la plus fiable ou la plus proche possible, fiable n'est peut-être pas le bon mot, mais de la plus proche possible, d'imiter le fonctionnement d'un cerveau humain. Et quand on arrive sur les réseaux neuronaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a notre neurone mathématique, notre polynôme, et on va avoir beaucoup de polynômes qu'on va interconnecter les uns avec les autres
de manière à imiter le fonctionnement d'un cerveau. Mais la différence par rapport au cerveau, c'est qu'on a différents moyens d'interconnecter les neurones. Fait que là, vous avez tiré de l'Asimov Institute un certain nombre de topologies de réseaux de neurones. Et pour chacune de ces topologies, l'expérience a montré qu'ils ont été plus adaptés à faire certaines choses ou à faire d'autres choses. Par exemple, si on fait de la reconnaissance visuelle, on a des topologies de neurones qui vont être plus efficaces que d'autres. Si en revanche, on voulait mettre en place une intelligence artificielle décisionnelle pour contrôler un processus, ben, il y a peut-être d'autres topologies qui seraient plus intéressantes. Mais la base de ces réseaux neuronaux, ça va toujours être 3 couches. Une couche d'entrée, avec des neurones d'entrée, une couche cachée, qui peut être plus ou moins complexe, et une couche de sortie. Et plus la couche cachée est volumineuse, plus elle a des niveaux intermédiaires importants, un nombre de niveaux intermédiaires importants, plus elle va être complexe dans sa manière de se comporter, et potentiellement, je pourrais avoir théoriquement plus de succès. Le seul problème, c'est que chacun de ces neurones, donc de ces polynômes, demande à être calculé et pas une fois par heure. Ça va être des dizaines, des centaines de milliers de fois par seconde. Et plus j'interconnecte de neurones, et plus j'ai besoin d'une capacité de calcul importante. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, on aura l'occasion de le revoir tout à l'heure, est très consommatrice d'énergie. C'est parce que ces calculs-là ne sont pas anodins. Donc, sur la partie apprentissage et modélisation d'une intelligence artificielle, on va avoir en fait une partie qui va être beaucoup plus utilisée pour la partie d'IA générative, qui sont ce qu'on appelle les larges modèles de langage. Un large modèle de langage, c'est en fait une tentative de modéliser mathématiquement, on va voir qu'en fait ce sont des vecteurs, c'est de la géométrie, de modéliser un langage par affinité et par proximité sémantique. L'idée derrière, c'est de dire que quand j'analyse beaucoup de textes, je vais retrouver des affinités entre les mots. Et ces affinités entre les mots vont me permettre par la suite, quand je vais générer un texte, que ce soit verbalement ou que ce soit oralement ou à l'écrit, je vais prédire avec une certaine chance de succès ou d'erreur le mot suivant dans une phrase. C'est pour ça qu'en ce moment, tout ce qu'on entend sur les LLM, ça va d'abord être d'absorber des millions de pages de texte dans des langues différentes pour identifier de manière machinelle les proximités sémantiques, les affinités entre les termes. Et ça a été rendu possible grâce à une discipline qui s'appelle la sémantique distributionnelle, qui a été aussi créée au début des années, au milieu des années 60, et qui a essayé de construire un espace vectoriel de la langue, toujours basé sur des affinités sémantiques et sur des similarités. Ça n'a rien d'intelligent, ça n'a rien de connaissance. C'est juste dire, eh ben, si je dis opéra, eh ben, suivant le cas, j'aurais eu opéra de Katsu ou opéra comique ou opéra lyrique. Et en fonction de la fréquence et en fonction des mots qui auront précédé le mot opéra, il y a plus de chances que je dise Katsu, lyrique ou comique. Mais la machine n'a pas connaissance de ce qu'est un opéra. Elle a juste la connaissance que
En général, quand je dis opéra, il pourrait y avoir un mot derrière et le mot qui suit pourrait être l'un ou l'autre. C'est juste de la similarité. Donc, on a différentes méthodes d'apprentissage. On a ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que l'humain est important et il va interagir avec la machine. On a de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire que la machine est capable d'apprendre par elle-même, entre guillemets, mais c'est pas quelque chose qui se fait du premier coup. Il faut d'abord avoir établi des prémices. On va avoir des apprentissages semi-supervisés, donc c'est une combinaison des deux premiers. Et après ça, on va avoir ce qu'on appelle un apprentissage de réenforcement. Et cet apprentissage par réenforcement va avoir besoin de l'humain. C'est-à-dire qu'on va donner des cas à la machine va répondre, et l'humain va lui dire c'est juste, c'est faux, ou c'est à moitié juste, ou c'est à moitié faux. Si c'est juste, tu as des points de bonus. Si c'est faux, tu as des pénalités. Et tous nos modèles aujourd'hui d'IA générative ont besoin de cette phase d'apprentissage par réenforcement. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup d'humains pour mettre en place une intelligence qui est soi-disant non humaine. Un point de philosophie intéressant, un bon sujet de bac à l'avenir. Quand on parle d'apprentissage, ça va être par exemple ça, sur des images, je montre des photos de chats et de chiens à mon IA, et je dis au départ à l'IA, tu as vu, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Puis après ça, je vais lui dire, peux-tu me dire si c'est un chat ou un chien? Et l'IA va me dire, tu sais, je ne suis pas sûr à 100%, à première photo, à 90%, on a l'impression que c'est un chat. Par contre, celui du bas, on est peut-être que moitié-moitié, quoi. Ça ressemble un tout petit peu plus à un chien qu'un chat, mais je ne suis pas trop sûr. Et le problème va être si je lui montre ni un chat ni un chien. Et là, c'est un gros problème, parce que comme on n'a pas entraîné notre IA à reconnaître des oiseaux, elle va dire, désolé, mais ça ressemble ni à un chat, ni à un chien. Ce que c'est, j'en ai aucune idée. Donc, on voit que quand on entraîne une intelligence artificielle, la qualité des données qu'on va donner en apprentissage va jouer un rôle important. Et le problème, il est qu'on va avoir ce que l'on appelle des biais cognitifs. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on revient toujours sur cet exemple classique parce que c'est un exemple très facile à comprendre et qui malheureusement est un cas réel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait donc les Spitfire qui sont venus pour essayer de libérer le ciel français. Et il y avait évidemment une défense antiaérienne. Et les avions qui revenaient à leur base étaient criblés de balles. Et l'idée à l'époque a été de dire, on va regarder où les balles ont tapé l'avion pour renforcer les parties de l'avion qui ont été exposées aux balles. L'idée était bonne, mais c'était complètement faux. Si l'avion, même troué de balles, revenait, c'est que l'avion était robuste. La bonne question, mais à laquelle on ne pouvait pas répondre, était de dire où ont été touchés les avions qui se sont crashés et qui ne sont pas revenus. Et c'est ça qu'on appelle un biais cognitif. J'envoie 100 avions, j'en ai 80 qui reviennent, dont 60 cridés de balles. Je vais me dire, il faut que je renforce les parties qui ont été affaiblies par les balles. En fait, la bonne question, c'est pas est-ce qu'il faut que je les renforce? J'en ai envoyé 100, j'en ai 80 qui reviennent. Les 80 qui reviennent, ils ont réussi à revenir. La bonne question est qu'est-il arrivé aux 20 qui ne sont pas revenus? Et quand on va entraîner des intelligences artificielles, il faut absolument se méfier de ces biais cognitifs, où on va prendre pour cause une corrélation, et une corrélation ne fait pas cause. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va peut-être regarder le problème sous le mauvais angle, ce qui va conduire à donner les mauvaises réponses ou à apporter les mauvaises réponses à notre problème. Ça s'appelle le biais du survivant pour ceux qui veulent regarder plus en profondeur. Exactement. Pour terminer cette première partie, et après ça, je vais laisser la parole à Christophe,
Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on a 3 types différents d'intelligence artificielle. On a les IA génératives, ChatGPT, Anko en sont les meilleurs, tout moins les meilleurs, en sont les exemples les plus connus aujourd'hui, qui vont générer quelque chose sur une base prédictive. Prédictive signifiant qu'il n'y a aucun raisonnement logique derrière. C'est juste une prédiction de ce que pourrait être la prochaine note de musique, si j'utilise un générateur de musique, le prochain mot dans la phrase, si j'utilise une IA générative pour faire du texte, ou la couleur du prochain pixel dans l'image, si j'utilise une IA générative d'image. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle des IA décisionnelles. Faire de la reconnaissance de forme, c'est pour pouvoir prendre une décision. Faire de l'analyse de données, c'est pour pouvoir prendre une décision. Les IA qui sont utilisées, par exemple, sur des véhicules autonomes ou semi-autonomes, c'est à nouveau pour pouvoir prendre des décisions. Donc là, on a quelque chose qui est certes probabilistique, mais on a un cas d'usage qui est très ciblé. On a entraîné notre IA de manière, on espère, la meilleure possible, la plus fiable possible et la plus complète possible. Et on a un degré de confiance plus ou moins élevé dans la réponse pour pouvoir prendre une décision. Puis il y a encore un autre modèle d'IA qui commence à émerger aujourd'hui, c'est des IA qu'on va utiliser qui sont un peu une combinaison entre du décisionnel et du génératif pour des simulations. Et vous avez probablement entendu la nouvelle passée il y a quelques semaines en arrière, où il me semble que c'était Google, disait sur une IA entraînée à faire de la simulation de temps, des conditions météorologiques, on arrive sur la base de l'entraînement qu'on a fait avec tous les modèles météo qu'on a eus et toutes les données météo qu'on a eues depuis ces 20 ou 30 dernières années, on arrive à anticiper l'évolution du temps dans les 3 ou 4 prochains jours ou 5 prochains jours de manière plus rapide que les modèles qu'on a mis en place, les modèles mathématiques qu'on a mis en place. Fait que c'est bien. Le seul problème, c'est qu'une IA ne sait répéter que ce qu'elle connaît. Or, on a vu qu'on peut avoir des tempêtes qui arrivent sans qu'il y ait des signaux préliminaires. On a vu qu'on avait ce qu'on appelle des phénomènes de gouttes chaudes ou de gouttes froides qui peuvent nous poser des gros problèmes au niveau climat. Une IA utilisée pour faire de la simulation ne pourra pas faire ça parce qu'elle ne pourra répéter que ce qu'elle connaît. Elle n'a pas d'imagination. Donc, faire de la modélisation sur une base d'IA, ça peut être intéressant, mais il faut aussi avoir en tête que les limites sont incluses dans le modèle de données qu'on aura utilisé pour l'entraîner. Voilà, cette première partie est finie et je laisse la parole à Christophe. Merci pour cette partie théorique. Je trouve que c'est important justement de jeter les bases pour remettre tout le monde à peu près au même niveau de connaissance avant d'aller un peu plus sur le monde qu'on connaît mieux. J'ai juste repris très rapidement, donc Yves en a déjà parlé beaucoup, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais bon, on a vu qu'il y a énormément de différents types d'applications. Je ne reviens pas sur les détails, mais voilà, de la voiture autonome jusqu'à savoir faire, on a vu Deep Blue très rapidement, qui est le premier moteur qui a battu Kasparov. Vous avez déjà entendu parler de ça aux échecs, j'imagine. Et moi, j'avais essayé de reprendre un petit peu dans un autre angle le type de service en fait qu'une IA peut potentiellement apporter aux utilisateurs. Je dis potentiellement, on reviendra là-dessus, mais il y a ce que j'appellerais plutôt un assistana, donc vraiment aider l'humain sur des tâches peut-être répétitives, routinières, ou voilà, laborieuse, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est le cas, par exemple, la voiture autonome, c'est quelque chose, ceux qui ont le permis de conduire savent tous conduire, voilà, une voiture autonome va être capable de nous aider sur cette partie-là, alors qu'on pourrait le faire sans avoir une IA. Quand je parle d'IA, il y a des gens qui me parlent de Robotic Process Automation, vous avez déjà entendu parler de ça. Je prends l'exemple souvent des macros Excel où on enregistre les activités et il va les exécuter à foison autant de fois que j'en aurai besoin.
Pour moi, déjà, si vous avez suivi un peu ce qu'a dit Yves, pour moi, une macro Excel ne va pas être une IA, mais elle va simplement répéter bêtement comme n'importe quelle application, seulement je l'ai peut-être programmée d'une façon un peu différente. Au lieu d'utiliser du code, je l'ai peut-être généré en simulant des clics-boutons, mais ça reste derrière une application classique. Je vais juste reprendre un peu ce truc-là. Après, il y a dans la partie Assistana, pour moi, processer un grand nombre de données, théoriquement, serait faisable aussi par un humain, même si, évidemment, Yves l'a dit, la puissance de calcul, maintenant, de nos jours, permet d'assister sur certains aspects de façon beaucoup plus puissante. Je parlais des échecs, c'est quelque chose, justement, qui était assez populaire. Vous avez peut-être entendu parler du jeu de Go aussi, qui pendant longtemps restait un peu la puissance de l'humain battait pendant longtemps les ordinateurs. Maintenant, ça fait bien longtemps que le meilleur joueur de Go s'est fait battre par des moteurs d'IA. Mais après, il y a une autre catégorie qui est peut-être un peu plus intéressante et sur laquelle je vais revenir plus tard, c'est aussi des tâches où l'humain n'est pas forcément capable de les faire. On parlait un petit peu de reconnaissance vocale, où il y a aussi des choses qui sont aussi intéressantes, par exemple pour des personnes handicapées, reconnaissance de mouvements oculaires, des choses comme ça, où là, il n'y a pas forcément un humain qui va être capable de faire ce genre d'activité. Là, j'ai besoin de la puissance de calcul d'une IA. Des approches un peu plus classiques ou plus proches de notre monde, dans la production ou dans les labos, quand vous êtes en environnement blanc, on dit, salle blanche, propre, salle blanche en français, désolé, je suis beaucoup en franglais. Là, vous avez les mains dans le cambouis, au sens virtuel du terme, vous n'êtes pas forcément capable de documenter. Et donc là, par exemple, un assistant vocal va faire une tâche que l'humain n'est pas capable de faire. Et je reviendrai plus tard sur des aspects aussi vraiment où là, clairement, la machine nous aide sur des tâches où l'humain n'est pas capable. Par exemple, détection sur des images radio, par exemple, des images IRM de cellules suspicieuses. C'est quelque chose où l'humain, sur certains cas, il n'est pas capable de les détecter et la machine a, elle, une puissance de calcul qui va être capable de supplémenter ou de battre l'humain sur certains des aspects. Maintenant, si je viens vraiment au monde pharma, qui est ce que la plupart des gens aujourd'hui sont intéressés, en fait, il y a différentes phases dans le cycle de vie d'un produit. Et pour chacune de ces phases, je vais revenir un peu plus en détail sur les slides suivantes, mais chacune de ces phases de vie du produit, que ce soit la recherche pure, où là, on a vraiment une partie où on essaye d'identifier quelle est la target, donc quelle est vraiment la cible biologique qu'on va essayer de traiter, de chercher la molécule qui va pouvoir traiter cette cible. C'est une phase où il y a énormément d'essais-erreurs et énormément de données à traiter. Les phases cliniques jusqu'aux phases vraiment post-clinique et marketing. Dans chacune en fait, de ces phases du cycle de vie du médicament, l'IA va pouvoir nous apporter une aide. Je l'ai souligné en bas, vous ne voyez peut-être pas la flèche avec Fair Data, c'est un peu ce qu'Yves disait. En fait, j'ai beaucoup de clients, moi, qui me disent « Ah, je voudrais absolument mettre une IA dans mon labo ». Je leur dis « Oui, mais bon, pour l'instant, vos données sont sur papier, dans des classeurs, sur des armoires. L'IA, elle va avoir du mal à être entraînée sur des processus où les données sont exclusivement sur papier et pas forcément… Alors, l'algorithme FAIR, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français, mais c'est findable. En gros, c'est avoir des données centralement accessible, interoperable et reusable. Donc, je vais pouvoir les trouver, y avoir accès, les réutiliser pour différents cas d'utilisation. Et ça, c'est une des bases que j'essaie toujours d'expliquer. Tant qu'on n'a pas ce genre de données centralement accessibles, c'est très difficile d'entraîner une IA pour les raisons qu'Yves a déjà dit dans la partie théorique. Mais on y reviendra très longuement, j'imagine, dans la journée de novembre, sur ces différents use cases et ces différents problèmes qui peuvent être rencontrés. Mais j'ai essayé de vous donner un peu une perspective plus détaillée sur les différents endroits où on peut être aidé. Alors pour ceux, c'est peut-être un peu moins le domaine de compétences des différentes personnes aujourd'hui, parce qu'en général, les gens qui sont intéressés au GAMP sont plutôt pour les phases plus tard. En général, la recherche pure n'est pas encore réglementée, donc on est moins les bienvenus en général. Mais si je reprends un petit peu justement les bases de la recherche pure, en fait, on a énormément de problèmes qu'on essaye de traiter. Donc, on essaye de trouver d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, la cible. Donc, en général, c'est un processus biologique qu'on essaye de simuler. Donc, il y a par exemple un marqueur spécifique sur une cellule cancéreuse, ou par exemple, et on essaye de cibler cette target, donc cette cible en elle-même.
et d'évaluer en fait quel type de molécules peuvent attaquer cette cible. Donc ça, c'est vraiment simplification dans l'absolu, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en recherche. Et ce que je vous dis là, c'est déjà trouver la bonne cible et identifier les molécules, donc les composants qui vont pouvoir attaquer cette cellule. Et je vous ai mis à droite l'entonnoir qui est souvent classiquement utilisé pour montrer le processus de recherche. On part en général énormément de molécules possibles, énormément de cibles possibles, et petit à petit, on essaye dans cet entonnoir de sortir la molécule finale qui, elle, va vraiment pouvoir avoir une réponse attendue au niveau biologique. Et parmi ça, il y a énormément de déchets, énormément d'essais-erreurs, énormément de processus et de données à traiter. Et là, on est vraiment dans un cas d'école où l'intelligence artificielle peut essayer de nous aider à différents aspects, que ce soit pour l'identification des targets, l'identification des molécules, aussi pour ce qu'on appelle le repurposing, je ne sais pas comment dire ça en français, mais il y a des médicaments souvent qui sont déjà sur le marché, par exemple, qu'on utilise pour une certaine cible, et on se rend compte que cette cible, que ce médicament peut aussi agir pour d'autres types de cibles. Et en fait, on essaye de se baser sur les données qu'on a accessibles pour ensuite entraîner des modèles de nouveau qui vont pouvoir nous dire « Ah ben attention, j'ai l'impression que ce médicament-là, cette molécule-là va pouvoir agir aussi sur cette cible-là pour telle ou telle raison. » Et ça, c'est le diagramme du bas, c'est énormément de disciplines. C'est ce que Yves disait tout à l'heure. Il va y avoir du processing de données, alors des milliers de données, ça peut être des données génétiques, des données d'image, des données de protéomics. Et à partir de là, on va vraiment avoir une énorme foule de données d'entrée. Et à partir de là, on peut essayer d'en sortir peut-être des molécules qui seront plus intéressantes. Il y a eu un peu de pub récemment pour une entreprise, je crois que c'est coréen ou japonais, qui s'appelle In Silico Modeling et qui a mis son premier médicament en phase 2 maintenant, qui a été exclusivement à la fois la target et la molécule ont été supportés par des IA pour essayer de découvrir cette molécule. Dans la phase 2, c'est ce qu'on va voir dans la phase suivante. Ça prend encore du temps, c'est ce que vous voyez dans l'entonnoir. À chaque endroit de l'entonnoir, théoriquement, il peut se passer des choses qui font qu'en fait, ça ne va pas marcher comme on veut. Et théoriquement, on peut essayer avec l'IA d'accélérer les choses ou de minimiser les déchets. Parce que si on se rend compte au niveau du premier entonnoir gris que ça ne marche pas, ça coûte moins cher. Si on s'en rend compte au niveau de la phase 3 et qu'on a embarqué des patients pendant 8 ans sur les études cliniques, ça coûte très très cher. Et dans chacun de ces aspects-là, on peut essayer d'utiliser l'IA en fait pour améliorer. Il faut savoir que l'entonnoir, en gros, on parle au niveau de la zone grise de 10 000 à 100 000 candidats potentiels et au bout de l'entonnoir pour avoir un. C'est-à-dire qu'on fait un screening de 100 000 pour en sortir un. Et quelquefois, on est à 2 doigts de le mettre sur le marché et on se dit « Ah ben non, finalement, ça ne le fait pas ». Et on ne va pas jusqu'au marché. Je l'ai connu dans mon passé industriel, de devoir arrêter le lancement d'un médicament. On était à quelques mois de la fin de ces 10 ans de recherche et du screening qui était passé de 100 000 à 1. Donc, ça fait partie des accidents industriels typiques pharma et qui coûtent des milliards et des milliards d'euros. On parle de 2 milliards en général sur ce genre d'exercice. Développer une nouvelle molécule de zéro, c'est en moyenne, le coût, c'est 2 milliards, voire plus si affinité. Et donc, se planter sur 2 milliards, ça coûte cher. Voilà. Donc, je vous donne quelques perspectives. Après, il y a les études cliniques en elles-mêmes, sur lesquelles c'est aussi un process qui dure assez longtemps. Donc là, il y a plusieurs cas d'utilisation. J'en ai repris un, il y en a bien d'autres. Il y a la façon de designer vraiment l'étude clinique. Quel type combien on va donner de placebo et pas de placebo, etc. Mais là, je vous en ai mis un qui est assez classiquement repris. C'est un problème dans les études cliniques. C'est ce qu'on appelle le recrutement de patients. Donc, pour faire un design d'études cliniques, il va falloir tant et tant de patients qui ont un certain type de maladie ou un certain type de représentativité aussi démographique. Il me faudra tant et tant d'enfants, tant et tant de femmes enceintes, etc. Il y a vraiment toute une complexité. Et en fait, il y a beaucoup d'études cliniques qui échouent parce que, à la fin, on n'a pas suffisamment de patients qui correspondaient. Donc, on n'est pas capable de donner statistiquement une réponse correcte, ou parce que les patients, ils sortent de l'étude clinique pour telle ou telle raison.
Et là, c'est vraiment des cas où maintenant, pratiquement, il y a beaucoup déjà de cas d'école où l'intelligence artificielle va reprendre encore une fois beaucoup de données. Et c'est un peu ce qu'il disait, hein, on a besoin de données pour stimuler un modèle. Et là, en particulier, ce qu'on va reprendre, c'est énormément de choses différentes. On a besoin comment on appelle ça, carnet de santé du patient, savoir quel type de maladie il a, quel type de démographie, quel type de réponse il va pouvoir avoir. On va avoir besoin aussi de littérature pour tel ou type de résultats qu'on a vu dans des études cliniques passées, par exemple. Et à partir de là, on va pouvoir faire un mapping, aussi quel type de centres sont probablement les plus intéressants pour nous, parce qu'il y a tant et tant de malades, et il y a tant et tant de facilité aussi à ce que les gens suivent les études cliniques. Et ça, c'est une complexité très importante, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'étude clinique, ça dure des mois. Si à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de patients ou pas les bons patients, on ne va pas répondre à la bonne question, et on devra recommencer du début, ou complémenter par une étude supplémentaire. Et là, c'est aussi un use case qui est assez repris souvent dans la pharma pour pouvoir faire ça. Maintenant, dans la partie manufacturing, Yves le soulevait tout à l'heure, on est tous les deux membres du camp d'art. On a des copains de ce côté-là aussi dans le groupe de travail sur l'intelligence artificielle qui nous ont présenté des cas d'utilisation assez concrets. Il y en a un qui est repris assez souvent, Yves en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle. Donc quand vous produisez, voilà, c'est un exemple sur l'image, vous produisez énormément d'ampoules d'un certain produit. À l'heure actuelle, il y a des tests ensuite de contrôle qualité qui sont faits bien souvent encore par un humain, 100% par un humain qui va vérifier aussi visuellement, est-ce que à l'œil nu, dans l'ampoule, je vois des impuretés, je vois des bulles, je vois quelque chose qui ne me paraît pas correct, est-ce que l'ampoule est brisée ou a un problème, et ce genre de choses. C'est un cas d'utilisation qui peut être assez intéressant d'essayer d'automatiser. Et ce n'est pas simplement algorithmique, application pure, parce que là, il peut y avoir énormément aussi de biais. Il y a de la reconnaissance visuelle, il y a aussi des cas totalement différents. Si on parle d'ampoules solides et si on parle de poches, par exemple, d'infusion, ce n'est pas du tout forcément les mêmes technologies ou les mêmes modèles qui vont pouvoir sortir la bonne réponse. Mais là, ça va vraiment pouvoir essayer d'automatiser certains des processus et voire même de les améliorer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certaines des impuretés ne sont pas forcément faciles à voir à l'œil nu, encore que on en reparlera probablement à la conférence un peu plus longuement, mais il y a quelques fois où l'humain est encore plus fort que la machine, suivant certaines des questions. Ça, c'est un cas qui est assez souvent repris. Après, il y a des cas aussi, ce qu'on appelle l'optimisation de rendement. Je vous ai mis un lien, c'est un collègue du gang d'art qui avait fait toute une présentation YouTube, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir tous en détail. Mais là, l'idée, c'est qu'en fait, là, on parle d'un processus vraiment de production. Et dans ce processus de production, il y a une phase une corrigive, mais de purification chromatographique en biotech qui est faite. Et en fait, il y a un rendement qui est plus ou moins important. Et en fait, on essaie de chercher un compromis entre... là, on est en biotech, donc chaque milligramme de produit final coûte très, très cher. Mais en fonction du moment où on fait cette purification, si on arrête le processus trop tôt, on va se retrouver avec des impuretés aussi. Et du coup, il faut trouver le bon moment où arrêter le processus en fait, de production. Et ça, c'est clairement quelque chose que souvent, c'est des opérateurs manuels qui le font en fonction de leur expérience. Mais là, si on reprend, et on revient sur la nécessité d'avoir des données FAIR, si je reprends toutes mes données de production des batchs précédents, je vais pouvoir comparer quel était mon rendement final en fonction de ma courbe réelle que j'ai pu capturer des données. Donc, ce n'est pas seulement l'intuition de l'humain. Là, je reprends toutes les données de mes charges précédentes et je vais entraîner un modèle qui, lui, va pouvoir dire à l'humain « il faut que tu arrêtes maintenant ». Alors, à l'heure actuelle, je crois que c'est toujours comme ça. C'est toujours l'humain quand même qui, sous la recommandation de la machine, va l'arrêter. Peut-être qu'un jour, ils vont vouloir le faire automatiquement. Quand on parle de données de production, là, on va parler de données, à la fois de données process et les données analytiques de contrôle qualité qui vont avec chaque lot. Il faut que je puisse mettre en parallèle et mes données process, telles que mon process a évolué, c'est ce qu'on voit là sur la partie en bas à droite, et de l'autre côté, les résultats de mon contrôle qualité du batch concerné par rapport à ces données process. Si je ne peux pas mettre en relation les données de contrôle qualité avec les données du batch concerné, j'ai un problème.
je ne pourrais pas entraîner mon IA correctement. Et de l'autre côté, il faut que je sois vraiment sur une collection de données suffisamment large pour qu'elle puisse être représentative. Et c'est là où on voit toute l'importance des données. L'intelligence artificielle, c'est d'abord de la gestion des données. Du coup, je continue un peu sur la dernière phase de vie du produit, où la manufacturing fait aussi déjà partie de ça, mais il y a un cas d'utilisation qui est assez fréquemment aussi soulevé, c'est tout ce qui est aspect de pharmacovigilance. Et là, en particulier, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est aussi un supplément pour l'humain, parce que le processus de pharmacovigilance, c'est énormément de données. Alors, je ne sais pas s'il y a l'acronyme en français, mais les Individual Case Safety Reports, c'est en fait toutes les données d'entrée que les experts de pharmacovigilance vont traiter, donc ils reçoivent des données d'entrée de tel et tel patient a eu tel et tel problème, qui est probablement lié à ton médicament, comme effet secondaire, etc. Et ils essayent à partir de là de classifier, est-ce que c'est un adverse event, est-ce que c'est critique, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse une submission aux autorités de santé, etc. Est-ce qu'il faut qu'on adapte nos consignes d'utilisation du médicament. Et tout ça, c'est énormément de données d'entrée, parce que c'est pas seulement parce qu'il est officiellement rapporté aux entreprises pharmaceutiques, mais c'est aussi, on attend des entreprises pharmaceutiques même qu'elles voient des choses qui ne sont pas forcément rapportées à eux. Par exemple, il y a beaucoup de forums sur lesquels des gens peuvent dire « Ah, j'ai pris tel et tel médicament de cette entreprise A et je me suis retrouvé à avoir une migraine pendant 30 jours. » Théoriquement, les entreprises pharmaceutiques, on leur demande de aussi superviser ce genre de canaux. Et ça, vous imaginez bien que quand on vend des médicaments dans le monde entier avec différentes langues, etc., c'est un challenge énorme d'arriver à traiter ce genre de données. Et ça, c'est le genre de choses où vraiment l'IA peut nous aider à travers les Natural Language Processing dont parlait Yves tout à l'heure. Je vous invite à lire, je vous ai mis un lien vers un article de Trancelerate qui, lui, justement, reprend un peu tous ces aspects et ces opportunités dans l'ère de la pharmacovigilance. Il y a énormément de possibilités ici d'optimiser certaines des choses. Des événements indésirables. Des événements indésirables, merci. Désolé, je suis français, mais je travaille beaucoup en anglais et en allemand, donc quelquefois mon français n'est pas forcément... Ouais. Donc je vous ai parlé de beaucoup de cas d'utilisation maintenant dans le domaine de la pharma. Vous me corrigez si je me trompe, mais moi j'ai énormément de clients qui parlent beaucoup d'IA, mais à l'heure actuelle, j'en connais pas énormément qui ont effectivement déjà des IA, en particulier en environnement GXP, en utilisation productive. Donc, il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a pas forcément déjà beaucoup de choses en applicatif. Par contre, moi, je travaille aussi dans le domaine du dispositif médical et je trouvais intéressant de vous donner un peu une perspective parce que c'est quand même un domaine très proche du nôtre. On parle aussi de protection du patient, on parle aussi de risques vraiment directs, quelquefois pour les patients, quelquefois même plus élevés que quand on parle de pharma. Et je voulais vous donner cette info-là, c'est que vous connaissez peut-être, mais la FDA met, je crois que c'est semestriellement à jour, la liste des dispositifs médicaux incorporant de l'IA. Vous trouverez le lien là directement sur le slide. Et donc, c'est mis à jour régulièrement. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose comme 600 ou 700 applications ou dispositifs médicaux qui ont été approuvés par la FDA utilisant de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est intéressant de mettre ça vraiment en perspective. Donc là, ça passe par des processus d'approbation que je vous épargnerai aujourd'hui, mais c'est quand même, il y a du concret, quoi. C'est pas du futur, là, on parle vraiment de choses qui touchent plus ou moins proche un patient. Et ce qui est intéressant à voir, on a joué un peu à faire des statistiques avec des collègues sur ce website. Et en fait, c'est intéressant parce que si vous voyez sur le slide précédent, c'est classifié par product code. Donc, je vous ai parlé des détails, mais les product codes vous donnent des indications sur que fait ce dispositif médical et dans quel domaine d'application il est utilisé. Et la très, 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 très vaste majorité des cas d'école à l'heure actuelle qui sont utilisés sont dans du processing d'images. Je trouvais ça intéressant de soulever. Donc, dans la radiologie, dans des traitements vraiment, est-ce que sur cette image IRM, est-ce qu'il y a une cellule maligne ou pas? C'est la plus grande majorité des cas qui sont productifs sont vraiment dans ce domaine-là et je trouve ça intéressant de le soulever.
Alors, petite slide, il faut mettre votre mode ironique sur on à l'heure actuelle. On en a un peu discuté avec Yves et Quentin par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent aussi quand on parle d'IA, est-ce que dans la pharma, on va être capable de faire, alors pas valider une IA, mais utiliser l'IA pour faire de la validation de système. Alors, est-ce que vraiment c'est possible? J'ai un peu joué avec ChatGPT, je lui ai posé quelques questions. Et maintenant, on trouve des gens sur LinkedIn ou sur Internet qui nous vendent monts et merveilles et qui nous disent oh, vous avez besoin d'une URS, pas de problème, dites-moi le type de système et je vous sors l'URS qui va avec. Donc moi, d'abord, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que je vais m'asseoir dans mon hamac et moi, quand je validerai mes systèmes, je fais un prompt et c'est fini. C'était important pour moi de vous dire que c'est quand même ironique et de faire la transition vers ce que Quentin m'a un peu nous raconté. Je crois qu'on est loin d'être là encore et on revient à ce que disait Yves à travers les données et aussi la connaissance du processus. Une URS, pour moi, ça reste quand même, il faut comprendre ce qu'on veut faire, il faut comprendre ce que fait le système et c'est pas parce que je dis que je veux une URS pour un LIMS que ça va me sortir l'URS pour le LIMS spécifique de mon client ou dans son process actuel et dans son cas d'utilisation. Ça va vraiment me sortir ce dont j'ai besoin. Donc, vous voyez cette slide un peu comme, encore à l'heure actuelle, en tout cas, c'est de l'ironie, on n'en est pas là. Il faut vraiment y en être conscient et Quentin va nous en dire plus sur les points d'attention. Merci Christophe. Alors, le but ici n'est pas de dire n'utilisez pas l'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle c'est mal. Le but, c'est comme on vient de le dire, de parler des points d'attention qu'il faut avoir quand on parle d'intelligence artificielle en 2024. Tout d'abord, on pourrait dire qu'on a pris un mauvais départ avec l'intelligence artificielle, dans le sens où si vous écoutez les experts, ils vont tous vous dire que le terme n'est pas approprié. Par exemple, on a Luc Julia qui nous dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Nicolas Sabouret qui, sur un dessin qui est sur la première page de son livre, dit on voit une IA qui dit « Docteur, vous comprenez, il croit que je suis intelligent ». Ici, un podcast d'Aurélie Jean qui nous dit « En 2024, bannissons les termes intelligence artificielle ». Ou alors un article de Anna Lombert avec pour titre « Il n'y a pas d'intelligence artificielle parlant d'automates numériques pour rompre avec les idéologies publicitaires ». Et en effet, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, tout du moins elle ne l'est pas dans la même définition que l'intelligence humaine. On pourrait parler d'une intelligence qui est cognitive, mais pas d'une intelligence émotionnelle, et une intelligence artificielle ne sait pas être créative. On vous a mis par exemple ici des définitions de l'intelligence humaine. Vous pouvez voir que dans ces définitions, certaines caractéristiques ne sont pas présentes chez une intelligence artificielle. Pour la première définition, ça va par exemple être un haut niveau de motivation, de créativité et de conscience de soi-même. Bon bah ça, intelligence artificielle, vous oubliez. L'autre définition, vous allez retrouver des termes comme, alors toujours, la conscience de soi-même, la créativité, mais aussi des choses comme emotional knowledge, donc des connaissances émotionnelles, des capacités émotionnelles. Tout ça ne peuvent pas matcher avec la définition d'une intelligence artificielle. De plus, une intelligence artificielle, comme c'est complètement dénué d'émotion et comme on le disait à l'instant de conscience de soi-même, ça ne peut pas être responsable et donc par exemple ça ne peut pas avoir de responsabilité légale et ça ne peut pas non plus avoir d'éthique. Alors, vous entendrez parfois dire qu'on a l'impression qu'il y a des émotions dans l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très naturel chez l'humain qui est ce qu'on appelle l'anthropomorphisation. Vous projetez des caractéristiques humaines dans quelque chose qui n'en a pas. C'est ça l'anthropomorphisation. Aussi, je vous ai mis ici un petit exemple que j'aime beaucoup de Luc Julia qui dit « Un bébé qui a vu 2 chats sait reconnaître tous les chats dans différents contextes et dans différentes positions. » Pour faire la même chose, une intelligence artificielle, elle a besoin de s'entraîner sur 100 000 photos de chats. Elle pourra toujours faire des erreurs, surtout si le contexte ou la position du chat change comparé à ses données d'entraînement. Et ça, pour le citer, c'est pas intelligent, c'est être complètement con. On vous a mis le lien du podcast pour aller le retrouver sur YouTube. Un point que j'aimerais aborder aussi, c'est que en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est quand même beaucoup une mode. Vous avez Samsung qui nous dit qu'ils vont lancer un réfrigérateur qui est doté d'IA pour vous aider à cuisiner.
On a Google qui nous parle de l'IA de Google qui permet de faire monts et merveilles. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ces soi-disant fonctionnalités, on les attend toujours. Vous avez également Oral-B qui nous promet de révolutionner le brossage avec de l'intelligence artificielle. Et on ne vous l'a pas mis parce qu'on n'a pas envie de prendre un strike sur YouTube. Mais vous avez aussi des jouets à destination des adultes pour des activités nocturnes à base d'intelligence artificielle. Ça commence à aller un petit peu loin. Et je voulais vous parler d'une autre chose qui a été très à la mode dans l'industrie pharmaceutique et faire un petit parallèle du coup avec l'intelligence artificielle. Je voudrais vous parler de la digitalisation. En effet, dès le début on avait un problème conceptuel, le terme est très mauvais, en français tout du moins. Parce qu'en français, on ne devrait pas dire digital, on devrait dire numérique. Ce qui est digital, c'est ce qui est relatif au doigt. Donc, rien à voir. Dès le début, quand on a commencé à parler de digitalisation, c'était vraiment un mot qui était là pour le buzz. Vous trouviez ça quasiment partout, les fournisseurs en parlaient énormément, ils avaient des choses à vous vendre là-dessus, et on exagérait complètement nos succès quand on travaillait dessus. Je vous ai mis ici un exemple complètement au hasard. Officiellement, on disait qu'on avait digitalisé un système. En réalité, on avait juste cliqué sur activer la signature électronique. Ce qu'il fallait surtout pas dire, c'est que le QA ne va pas aller en zone de production, donc en pratique, on va imprimer les rapports papier avec la signature électronique dessus. Ensuite, quand on a réalisé que c'était compliqué, on a un peu abandonné. Moi, en tout cas, en 2024, j'ai jamais vu une compagnie pharma qui est dénuée de systèmes qui sont encore à base de papier. Et même quand on a eu une grosse motivation légitime pour faire de la digitalisation, et là je pense au Covid, on n'a quand même pas réussi à mener nos campagnes de digitalisation jusqu'au bout. Aussi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête ce phénomène de hype et qu'on prenne un moment pour faire un pas en arrière et réfléchir. Si je prends une courbe et que je mets dessus des fonctionnalités informatiques, où est la limite et où est l'intelligence? Est-ce que c'est ce calcul qui est extrêmement compliqué, qui est de l'intelligence? Moi en tout cas je sais pas le faire de tête. Est-ce que c'est une transformée de Fourier qui est de l'intelligence? Ça c'est encore plus compliqué. Est-ce que c'est des structures conditionnelles qui nous permettent d'avoir un algorithme qui va prendre des décisions en fonction d'input, et donc on pourrait dire ah ça il réfléchit? Est-ce que c'est la reconnaissance vocale qui est extrêmement compliquée en termes de calcul statistique? Ou est-ce que c'est le machine learning? En fait, ce qu'on pourrait en déduire, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'intelligence artificielle. On a juste une augmentation de la complexité algorithmique. Un gros point là à aborder, c'est que on a quand même un paradoxe entre deux choses qui sont très à la mode en 2024. C'est l'intelligence artificielle, bien évidemment, et l'éco-responsabilité, sustainability en anglais, de l'autre. Je parle de paradoxe parce que les deux sont vraiment incompatibles. Et on va regarder quelques chiffres pour mieux se donner une idée. Les modèles d'intelligence artificielle, il faut savoir qu'ils demandent énormément d'énergie, donc d'électricité, pour s'entraîner et aussi pour être utilisés. J'ai trouvé une étude qui nous dit que les serveurs d'intelligence artificielle, ils pourraient consommer un total entre 85 et 134 TWh en 2027. Si on prend la moyenne, on part sur un calcul qui nous donne de base 110 TWh. On prend la consommation annuelle d'un Français qui est de 6,45 MWh. Et bien, la consommation de tous les serveurs d'intelligence artificielle, c'est équivalent à la consommation de 16 800 000 Français sur une année. Et vous pouvez aussi comparer ça autrement, c'est l'énergie totale utilisée par un pays comme l'Argentine ou les Pays-Bas. D'autres études vous donneront également des informations sur la consommation, on va dire, à chaque recherche. Et en effet, toutes les recherches qui sont faites sur base d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, ça va demander plus d'électricité qu'une recherche classique, comme Google. Et enfin, il faut savoir que, selon encore une étude que je vous ai mis en bas, entraîner une intelligence artificielle, ça émet autant de carbone que 5 voitures sur toute leur durée de vie. Donc, un entraînement d'une AI, 5 voitures en termes de carbone. Donc c'est absolument gigantesque. On ne peut pas dire que c'est une activité qui est verte. C'est très polluant.
On vous a mis ici quelques données concernant le cerveau humain, et l'information principale à retenir, c'est qu'un cerveau humain, ça consomme 20 watts, et ça peut stocker l'équivalent de 2 500 000 gigabytes de données. Donc votre cerveau, qui sait faire plein de choses, et qui sait stocker plein d'informations, il a besoin d'une quantité d'électricité qui est complètement ridicule, alors d'électricité, entendre d'énergie, qui est complètement ridicule en fait comparé à l'intelligence artificielle. Et un autre point, c'est que les intelligences artificielles ne peuvent pas s'adapter. J'ai repris ici ce dont on discutait tout à l'heure, qui est Deep Blue versus Kasparov, c'était en 1997. Donc Deep Blue, c'était l'intelligence artificielle qui a battu Kasparov, qui était un champion d'échecs. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que si derrière sa défaite, Kasparov avait sorti un jeu des petits chevaux, qui est un truc auquel les enfants peuvent jouer, et bien Kasparov aurait complètement pilonné l'intelligence artificielle Deep Blue, parce qu'en fait, elle ne sait pas s'adapter à faire autre chose que des échecs. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que un modèle d'intelligence artificielle, ça correspond à un process défini. Et vous devez réentraîner le modèle si jamais le process a été modifié. Et alors, remettez ça avec l'information qu'on vient de voir sur le cerveau humain, c'est que vous, votre cerveau avec 20 watts, il sait faire plein de choses. L'intelligence artificielle, avec sa consommation totalement délirante, elle sait faire qu'une chose. Maintenant, on retourne à la pharma. Dans le pharma, on a quelque chose qui s'appelle le CSV. C'est que tous les systèmes informatiques qu'on utilise pour faire des activités GXP, on doit les valider. Le principe de la validation, c'est de dire je vais définir un état fixe de ma machine, et cet état fixe va faire que mon système sera considéré comme validé. Je vais faire des vérifications sur cet état que j'ai fixé, qu'on ne peut pas modifier. Vous regardez le principe de l'intelligence artificielle à base de machine learning. Le principe, c'est que vous avez une machine que vous allez entraîner et qui va être en évolution constante pour pouvoir s'auto-alimenter avec des nouvelles données et apprendre avec toutes ces nouvelles données. Et ça, c'est totalement contradictoire avec la définition de la validation. Donc, dans le monde pharmaceutique, vous devez prendre des moyens détournés pour utiliser de l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas l'utiliser telle qu'elle. Un des moyens les plus connus, c'est de geler votre intelligence artificielle. Donc, vous coupez la partie machine learning une fois que vous avez fini l'entraînement pour repartir sur un process de validation un peu plus classique. Je vous invite du coup à regarder le GAMP 5 seconde édition, où vous allez avoir un exemple d'un process que vous utilisez comme ça, et d'assister à nos prochains événements où on reviendra sur ce point. Toujours dans notre environnement pharma, on doit répondre à un certain nombre de règles, un certain nombre de règlements. Et ici, je vous ai pris un exemple avec le concept paper de la révision de l'annexe 11. Je sais que le texte va encore énormément bouger, il ne faut surtout pas vous inquiéter avec ça, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un texte récent et donc dans lequel on va retrouver des informations concernant tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning. Et bien vous trouvez dans le concept paper de l'annexe 11 qu'il y a un besoin urgent de faire une guidance réglementaire et de fixer des attentes concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ce que ça montre en fait, c'est que pour le moment, on n'a pas de cadre spécifique dans le pharma pour utiliser de l'intelligence artificielle. Donc si vous utilisez de l'intelligence artificielle, faites attention à ce que vous faites. Autre point, pour avoir un moteur d'intelligence artificielle performant, pour faire un bon entraînement, vous devez avoir des données d'une grande qualité. C'est déjà un point qui a été abordé par avant. L'industrie pharmaceutique, et je suis le premier désolé de le dire, on n'est pas spécialement renommé pour la maîtrise de nos données. Tout ce qui concerne data integrity, c'est toujours un sujet fréquent en inspection et pour lequel il y a des avertissements qui sont donnés. Si je prends du recul, qu'est-ce que je dois avoir pour faire un modèle d'AI performant, comme je le disais à l'instant? Vous devez avoir beaucoup de données, alors déjà en espérant que ça fait longtemps que vous avez arrêté le papier, parce que comme en parlait un peu Christophe et comme le disait aussi Yves, si vos données sont au format papier, vous ne pourrez pas les utiliser pour faire de l'intelligence artificielle. Donc premier gros problème dans l'industrie pharma, parce que malheureusement, le papier, si on l'a lâché, c'est pas gagné, on ne l'a pas lâché depuis assez longtemps que pour avoir assez de données. Ces données en plus, elles doivent être précises, donc elles doivent être dénuées de biais. Vous devez les collecter avec
en étant consciencieux et en faisant pas n'importe quoi. Ces données, elles doivent également être très robustes. Pourquoi je dis ça, très robustes? Parce qu'en fait, si demain vous avez une déviation qui invalide une des données que vous avez utilisées dans votre modèle, tout votre modèle devient invalide. Parce qu'en fait, il faut savoir que vous ne pouvez pas désentraîner une IA. Donc s'il y a une donnée qui est, on va dire, véreuse dedans, c'est fini, vous devez refaire tout votre modèle. Je vous laisse imaginer la déviation qui va avec. C'est une rupture du statut validé. Donc attention, il faut vraiment avoir des données robustes, des données dans lesquelles on a toute confiance. Et enfin, il ne faut pas non plus se précipiter et se dire « Ouah, intelligence artificielle, il faut à tout prix que je collecte mes données de partout ». Ne collectez pas tout et n'importe quoi, parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des cimetières de données, et le jour où vous allez vouloir entraîner une intelligence artificielle, vous allez devoir faire le tri. Sauf que faire le tri dans des milliers de données, ça va être au mieux chronophage, au pire impossible. Et du coup, parce que vous aurez collecté n'importe comment, vous ne pourrez pas utiliser non plus l'intelligence artificielle. Donc il faut faire les choses avec beaucoup de précautions. Pour finir sur les aspects pharma, l'intelligence artificielle, il n'y a pas un seul type d'intelligence artificielle. En fait, ce terme englobe une réalité qui est complexe et surtout plusieurs types d'applications. Comme l'intelligence artificielle, ça reste un moteur prédictif qui est basé sur des probabilités, vous allez avoir des use cases qui vont être différents, des déploiements qui sont différents et des façons de fonctionner qui vont diverger fondamentalement. Et aujourd'hui, vous pouvez utiliser de l'intelligence artificielle décisionnelle parce que, comme on l'a vu un peu avant, on a des moyens détournés de s'en servir, mais vous ne pouvez pas utiliser d'intelligence artificielle générative. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle générative, et ce, même pour des experts, c'est imprévisible et c'est surtout soumis à des hallucinations. Une hallucination, c'est que votre intelligence artificielle, comme elle doit vous répondre, elle va à tout prix vous donner une réponse, mais elle est dans les limites de son apprentissage et donc elle va vous dire n'importe quoi qui lui paraît pourtant être plus ou moins probable. Et ça, par exemple, vous en retrouvez souvent dans les LLM. C'est quand vous voyez sur Internet des gens qui vous font des screenshots de ChatGPT qui racontent absolument n'importe quoi. Et bien c'est ça, c'est une hallucination. Et on vous a mis ici un lien qui pointe vers une étude de cette année qui montre que les hallucinations, c'est propre aux intelligences artificielles génératives. C'est by design. Vous ne pouvez pas les éviter. Et ça, dans le monde pharma, c'est un gros problème. Parce que imaginons, même si c'est qu'un cas sur 1 million, vous avez votre intelligence artificielle qui fait par exemple pas de l'inspection visuelle, bref, qui vous aide dans un process et qui fait une hallucination, vous risquez potentiellement d'avoir un produit qui n'est pas conforme et de représenter un risque pour votre patient. Et ça, c'est tout à fait inadmissible dans notre cas. Enfin, il faut bien se dire que la fiabilité, donc la prédictibilité et la robustesse de l'intelligence artificielle que vous allez développer, ça va dépendre du niveau de complexité de votre process, de la précision de la compréhension que vous avez de ce process, de la qualité, de la fiabilité des données que vous utilisez pour l'entraîner, mais aussi pour la tester, et enfin de la qualité de l'entraînement lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il est suffisamment précis, suffisamment exact. Ce que ça montre, c'est que dans tous les cas, vous devez mettre au point des analyses de risque et faire preuve d'esprit critique pour mener à bien un travail de développement d'une intelligence artificielle. En conclusion pour cette partie, soyons critiques envers nous-mêmes. Pour le moment, la vraie intelligence artificielle, elle n'existe pas. C'est nous qui anthropomorphisons des programmes. Personne n'est là pour être à la dernière mode, on est là pour sauver des patients. C'est ironique que l'industrie la plus réfractaire au changement du monde saute à ce point rapidement sur la nouveauté. Il faut qu'on soit sûr que ce qu'on dit, c'est compatible. On ne peut pas prétendre réduire notre empreinte énergétique en consommant énormément d'énergie dans des fermes de serveurs. N'oublions pas le cadre réglementaire dans lequel on opère. Développer un produit qu'on va peut-être jamais pouvoir utiliser, c'est fun, mais c'est complètement stupide. Celui-là, j'insiste beaucoup dessus. Arrêtons de nous focaliser sur une technologie, qui est l'intelligence artificielle, et focalisons-nous sur nos besoins. Ce n'est absolument pas malin d'avoir un découpeur laser quand un ciseau peut faire le job.
Surtout qu'en plus, on a souvent du mal à définir les spécifications du ciseau. Commençons par mieux utiliser nos systèmes informatisés, ensuite découvrons tout ce que le monde de l'IT a à nous offrir, parce que eux, ça fait des années qu'ils avancent. Donc vous avez l'agilité, vous avez les outils de testing et j'en passe, qui pourraient déjà nous être grandement utiles dans le monde pharmaceutique. Quand on pourra faire le tour d'une maison en courant sans être essoufflé, alors on réfléchira à faire le tour du quartier, et ensuite on pourra envisager un marathon. Et enfin, avant d'essayer d'apprendre nos process à une intelligence artificielle, il faut qu'on commence par les maîtriser. Voilà pour ma partie, je laisse Yves reprendre pour la conclusion. D'accord. Donc, d'abord, merci à Christophe et Quentin pour tout ce qu'ils ont contribué dans ce webinaire ce matin. Notre conclusion, c'est une conclusion évidemment provisoire parce qu'on a ouvert la porte sur d'autres événements et sur d'autres webinaires qui vont venir dans les prochains mois. La première chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que on a affaire à différents types d'intelligence artificielle, que les intelligences artificielles de types différents sont là pour des activités, pour des besoins différents. Je ne peux que souscrire à ce que disait Quentin précédemment. Définissons d'abord nos besoins, comprenons d'abord nos processus et nos produits, et après, on pourra voir ce que l'on pourrait améliorer ou pas sur la base d'intelligence artificielle. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut comprendre qu'une intelligence artificielle, ce sont des modèles probabilistiques et non pas des modèles déterministes. Ce qui veut dire que globalement, le résultat d'une intelligence artificielle, et en particulier dans le cadre d'intelligence artificielle générative, est non prévisible. On peut améliorer plus ou moins en suivant la manière dont on utilise le prompt la prévisibilité du résultat, mais je suis assez vieux pour me souvenir des pubs Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Une intelligence artificielle générative va vous sortir va vous donner un résultat qui ressemble à un bon résultat, mais qui potentiellement n'est pas un bon résultat. Et il y a déjà des cabinets d'avocats qui se sont fait prendre le doigt dans le pot de confiture à utiliser des IA génératives qui ont raconté tout et n'importe quoi, mais ça paraissait crédible. Donc là-dessus, il faut faire très attention. L'autre point, et on aura encore l'occasion d'y revenir dans les prochains événements, c'est l'importance d'avoir des données fiables et d'avoir des données suffisamment nombreuses. Si j'entraîne une intelligence artificielle avec des données fiables, mais avec un volume de données limité, eh ben, je ne pourrai pas avoir un entraînement fiable. L'entraînement fiable suppose la diversité. Il y a des notions dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dont on aura l'occasion de reparler quand on traitera des questions de validation. C'est les problèmes de surentraînement ou de sous-entraînement. Surentraîner une IA n'est pas bon, sous-entraîner une IA est tout aussi mauvais. Donc, il faut avoir des volumes de données suffisamment importants pour pouvoir entraîner, pour pouvoir vérifier, pour pouvoir valider une IA. Ce qu'on a essayé de vous donner ce matin, c'est une vue d'ensemble qui est incomplète, qui est sommaire, ça on en a parfaitement conscience, mais qui pourra vous permettre de vous préparer à faire de l'intelligence artificielle, mais soyons raisonnables, avant qu'on arrive à avoir des intelligences artificielles fiables, il faut d'abord que l'on comprenne correctement nos processus, et c'est cette compréhension du processus que l'IA ne pourra pas faire à notre place. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. On vous a indiqué ici nos coordonnées. N'hésitez pas à vous en servir si vous avez des questions ou si vous voulez aborder certains sujets avec nous. On y répondra avec plaisir. On voulait remercier Aurélie Jean pour les livres qu'elle a écrits qui nous ont pas mal inspirés, ainsi que nos collègues du GAMSIG sur l'intelligence artificielle et particulièrement Martin Heitmann et Stéphane Munch. Sur YouTube, vous trouverez en lien la présentation qu'on vient de faire aujourd'hui. On vous a mis des références de livres qui sont intéressants. Donc on a ceux d'Aurélie Jean dont on vient de discuter.
Vous avez celui de Luc Julia, l'intelligence artificielle n'existe pas, mais plein d'autres. Donc on a Comprendre l'intelligence artificielle de Nicolas Sabouret, l'intelligence artificielle vulgarisée de Aurélien Van-News, compliqué à dire, pardon. L'intelligence artificielle en 5 minutes par jour de Stéphane Dascoli, La vie 3.0 de Max Tegmark, Dream Machine qui est une BD qui est très intéressante à lire de Apupen et Laurent Daudet, et La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. On vous a également indiqué les articles de Pharmaceutical Engineering, qui est le magazine officiel de l'ISPE, qui traitait d'intelligence artificielle, et on vous a mis le lien vers le discours d'introduction par Luc Julia de la conférence IA et éducation qui avait été organisée par France Université Numérique en juin 2023. Hop là. Voilà, on est à l'image. Merci tout le monde pour votre participation. On est un petit peu en retard de quelques minutes. Je vous mets tout de suite les liens pour retrouver GAMP francophone et ISPE sur les différents réseaux sociaux. Donc vous avez LinkedIn, la page YouTube sur laquelle vous êtes, et je vous ai mis ici les groupes signalés WhatsApp pour nous rejoindre. Un petit rappel, si vous avez besoin de renouveler votre adhésion ISPE, vous utilisez le code FR24 pour avoir une carte cadeau Amazon. Voilà en conclusion. Et du coup les gars, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions peut-être, mais... Alors nous, on peut encore rester quelques minutes pour prendre des questions si vous voulez. Pas de problème. Pour les gens qui veulent y aller, vous inquiétez pas, vous pourrez revoir les questions sur YouTube s'il y en a. Donc j'ai Virginie Detruy qui nous dit « Félicitations à vous trois pour ce webinaire ultra qualitatif ». On a Philippe qui nous dit « Merci, c'était top ». Bah, merci à vous tous d'avoir participé. Ah, et Arnaud qui Faites nous de la dit... pub. Ouais, faites de la pub. Arnaud nous disait tout à l'heure concernant les hallucinations, cela dépend tout de même des cas d'usage. Il existe des chatbots entraînés sur des bases de connaissances type RAG, ce qui permet de réduire le taux d'hallucination de 30 à 5% environ. Alors Arnaud, je suis d'accord avec toi qu'il y a des choses qui existent, mais 5% ça reste inacceptable pour du pharmaceutique. Même si c'était 1 sur 1 million, on ne peut pas se le permettre. Parce que 1 sur 1 million, c'est pour, si tu prends l'exemple d'un lot de production, ça reste un patient sur 1 million qui va se prendre une seringue qui aura un problème. Merci Nathalie pour ton petit message. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, nous on a encore quelques minutes s'il faut. En industrie pharma, un des grands challenges est de retrouver l'info et surtout la bonne info. Oui, il faut avoir la bonne information, mais d'abord, il faut comprendre les informations. Que veut dire bonne? On va pouvoir faire des devoirs de philo pour le bac. Là. Retrouver la bonne information, vous avez 4 heures. Et dans les 4 heures, il va falloir définir ce que l'on considère comme étant la bonne info. Et c'est ça qui reste du domaine de l'humain et qui n'est pas du domaine de la machine. Je reviens toujours sur les grands classiques de ASTM E2500 qui nous dit que quand on écrit des exigences, il faut comprendre et connaître le processus et le produit. Ça n'a jamais été aussi actuel qu'avec les intelligences artificielles. Et ne croyez surtout pas que la machine va pouvoir comprendre à votre place. Ce n'est pas possible. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions du coup, on va couper. Merci à tous de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée, un bon week-end, parce que là on y est bientôt aussi. Et à la prochaine. Allez, bye. Surveillez votre boîte mail aussi pour les prochains événements, du coup, pour le webinaire sur la validation et sur l'événement en lui-même. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.